Salut à tous les ballers. On se retrouve aujourd'hui pour parler Pas les bolos, d'une équipe. les bowlers. Les ballers, c'est pas les Excusez-moi, ballers. je tenais à préciser. Non, je respecte la communauté, voyons. On se retrouve pour parler des Memphis Grizzlies, une équipe qui navigue plutôt bien sur ses 2 premiers tiers de saison. On va voir, selon nous, jusqu'à où ça peut continuer de naviguer correctement. Et on va parler de ça juste après le générique. Du coup, même si l'algorithme YouTube nous disrespecte comme Draymond Green disrespecte le All-Star Game, on est de retour pour parler d'une équipe qu'on apprécie plutôt tous les deux. C'est pas trop. Faut dire quand ça va pas. Ça va pas. Mais on se retrouve pour parler d'une équipe qu'on aime bien tous les deux, que ce soit l'effectif et la façon de jouer en général. Et on se posait la question, et c'est un peu comme ça que nous est venue l'idée de cet épisode. On se disait jusqu'à où ça peut aller et est-ce qu'ils se donnent les moyens de leur ambition. Et on va voir qu'il y a des trucs où on est plutôt positif et où c'est encourageant, et des trucs malgré tout où il y aura peut-être quelques limites qui vont s'opposer à eux d'ici la fin de saison, ou plutôt peut-être en play-off. Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier par quoi tu voulais commencer avec cette équipe de Memphis ? Déjà rappeler leur classement actuellement. Quand on tourne, ils sont deuxième à l'ouest. Ils sont deuxième à l'ouest, ouais. Du coup, on est pendant le All-Star break là. Ouais. En 36 victoires. Voilà, Ouais, 36 victoires, 18 belle, défaites. Un beau record, etc. Et ça peut surprendre certains. Voilà. Ouais, tu les avais mis assez haut en preview, il me semble. J'ai plus le chiffre exact de combien je les avais mis, mais si je crois que j'ai même été jusqu'à les mettre 3e dans le début de saison, là, avant ça. J'avoue que je misais plus sur un retour de Ja Morant. Bon, on va y revenir sur Ja Morant, mais sur le fait qu'il soit de nouveau là et qu'il les aide de nouveau à gagner des matchs par rapport aux saisons qu'il avait fait précédemment. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas. Pas toujours. Comme je vais vous dire, on va y revenir, mais en tout cas, moi c'est une équipe que je voyais fonctionner, qui fonctionne du coup pour le coup. Parce que voilà, comme on vient de dire, ils sont deuxième à l'ouest. Ils se placent comme un sérieux concurrent. Jusqu'où ça va aller ? C'est un peu la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. On déterminera plus en fin d'épisode qu'est-ce qu'on en pense, si ça va en play-off, si ça passe combien de tours et jusqu'où ça va. Mais en tout cas, j'irai pas jusqu'à dire surpris. Après, peut-être pas deuxième non plus, mais pour moi, c'est aussi assez attendu par rapport à la progression des joueurs qu'ils avaient. Les apports des rookies, comme Zach Edey, choses comme ça. Ouais. Donc, je trouve pas ça déconnant par rapport aux années, au suivi qu'ils ont eu, quoi. Ouais. Moi, c'est vrai que en début de saison, et notamment quand on a fait les previews, je m'attendais pas à ce que ça reprenne aussitôt aussi bien. Je m'étais dit, comme tu le disais, Ja Morant va revenir, voilà. Je me suis dit, ça va être intéressant, il va y avoir des trucs, mais je me disais, est-ce que ça va matcher tout de suite ? Est-ce que tout le monde va retrouver ses repères ? Parce que c'est quand même un joueur important à réinclure dans une rotation, et notamment dans le 5. On va en reparler après, le fait qu'il peut-être ne joue pas beaucoup. Paradoxalement, peut-être que ça aide aussi à ce que ça se passe bien, entre guillemets. Pour autant, même sur le reste de l'équipe, je m'étais pas dit que ça allait cliquer aussi bien, et surtout qu'ils allaient être aussi réguliers. Parce que vraiment, ils ont un rythme de croisière qui ne bouge pas trop.
Le seul petit bémol que je peux apporter sur ce truc-là, c'est qu'ils ont tendance à pas taper les gros. Et on verra après qu'effectivement, peut-être que ça posera problème, notamment justement en play-off. Moi, en tout cas, je les voyais pas du tout aussi haut. C'est surtout que moi, je voyais les équipes qui étaient autour. Les autres équipes être devant. Beaucoup plus fortes. Tu vois. C'est ça. On l'a déjà dit un peu. À l'ouest, c'est un peu équilibré niveau est-ouest. Ouais. Et du coup, il y a moins de victoires à l'ouest. Et du coup, le classement est plus serré. Et il y a des équipes, voilà, comme Houston, on avait fait une vidéo dessus. Et là, Memphis maintenant, qui se retrouve deuxième à l'ouest. Ça permet, voilà, ces petites équipes, je sais pas si on peut les appeler comme ça. Memphis un peu moins que Houston, parce que Houston c'était beaucoup moins attendu. Mais en tout cas, Memphis, on est bien. On affiche, pour ceux qui sont sur YouTube, là, un peu un résumé des stats avec les points par match, les rebonds par match, les points qui s'encaissent et le nombre de passes par match également. On voit que sur 3 catégories, ils sont classés dans les 4 premiers. On reviendra sur la défense après, où c'est moins bien. Ça pêche un peu, et c'est là qu'on va aussi discuter sur ce que ça va leur permettre de faire en play-off ou pas. Mais en tout cas, meilleure attaque de la NBA. En points par match, meilleure attaque. Bon, voilà, ça se résume qu'au point par match, mais c'est déjà en tout cas mais après, en vrai, sur, la première attaque de NBA. Quoi. C'est ça. Et sur l'offensive rating, ils sont 6e, donc en vrai, en points par match, ils sont premiers, et en même temps, même sur le rating offensif, ils sont très bien placés. Donc bon, je pense vraiment que c'est une équipe qui va pouvoir poser des vrais problèmes à leur adversaire, mais qui vont aussi subir ce que va leur infliger leur adversaire, justement. Je pense que ça va peut-être être là le point de bascule entre ce qu'ils vont être capables de faire ou non. C'est un peu ce que les stats leur fait dire, c'est que ils sont forts offensivement, mais moins bons défensivement, donc ils s'opposent un peu à... Ils s'exposent, à ce que les mecs peuvent leur infliger, en tout cas en termes de défense. Ouais. Donc, c'est dommage pour une équipe qui est si bien classée d'être, entre guillemets, aussi mauvais défensivement, quasiment, quoi. Ouais. Moi, ce qui me... Si on continue d'avancer sur la projection un peu qu'on leur donne en fin de saison, je pense que Denver va finir de rattraper leur retard sur eux, surtout vu on a vu la dynamique de Denver, etc. Dans laquelle est Denver. Je pense que Memphis finira au moins 3e. On se posait la question de savoir s'ils étaient capables de finir top 4. Ça me semble cohérent. Je pense qu'ils seront au moins 3e, peut-être 4, à voir comment les Lakers vont digérer le transfert, comment les Clippers vont continuer leur saison, et puis est-ce que Houston va continuer de dégringoler un peu, parce qu'on a vu que ça avait baissé après l'épisode qu'on avait fait dessus. Qui finissent 2e ou 3e, bon, peu importe, on verra à la fin les jeux de classement, mais je pense que quand ils vont arriver en play-off, ce qui va être un petit peu compliqué aussi, c'est ce qu'il y avait, où on disait un petit peu en préambule de cet épisode, le fait que Ja Morant, il y a pas mal de fois où il est absent. Ouais. Et puis, le côté Zakidi aussi, qui a raté des matchs, qui malgré tout est un rookie, qui, même si Jared Jackson Jr. fait une super saison, il faut quand même, tu vois, avoir un peu un 5 majeur qui revient souvent. Du coup, est-ce que Zakidi, tu le mets dans le 5 majeur quand il est disponible pour jouer en play-off, ou est-ce que tu mises sur Jared Jackson Jr., mais du coup tu perds un peu le côté stretch du joueur.
il va y avoir pas mal de sujets tactiques, en gros, où les Grizzlies vont devoir répondre sur la fin de saison, quoi. J'avoue que mettre un Zach Edey, effectivement, en tant que pivot titulaire en play-off, autant avant le début de saison, moi, j'avais même été jusqu'à dire qu'il pouvait être rookie de l'année. Ouais, je crois que c'était tous les deux la prédiction qu'on avait mis. Hein, j'en suis beaucoup moins convaincu. Même s'il remonte ces derniers temps. Il y a du mieux, etc. Il fait pas des mauvaises choses, hein, de manière globale, mais bon, perso, en tout cas, je m'attendais à mieux. Il y a d'autres joueurs, d'autres rookies qui sont plus éligibles à ça. En tout cas, effectivement, le mettre en tant que pivot titulaire, ça peut être juste. Une nouvelle fois, ça va dépendre de l'opposition, mais si tu tombes sur un Jokic, sur des choses comme ça, tu vas te faire bouffer, quoi. Ouais, c'est clairement les problèmes d'opposition qu'il va y avoir, justement, comme tu disais, où ça risque d'être compliqué. Tu vois, je projette même, par exemple, de tomber contre un Dallas avec un Anthony Davis qui est revenu, etc. Autant ça va être bien parce que Dallas, c'est une équipe qui va avoir un front de courte avec beaucoup de grands, etc., par exemple. Pour autant, c'est des mecs qui peuvent jouer avec un 5-out, qui peuvent jouer small ball, etc. S'ils tombent sur les Lakers, il y a de grandes chances pour que ça joue small ball par moment. Et j'ai du mal à voir défensivement un Zach Edey sur le terrain dans les passages comme ça. Pareil, on parle même pas des Clippers, hein. On sait que Tyronn Lue, c'est un grand fan de ce genre de truc. J'ai du mal à imaginer Zach Edey dans des fins de match comme ça. Et je me dis, il va être vraiment ciblé, je pense, tu vois. Mais dans ce cas-là, comme tu as joué comme ça pour le reste de l'année, avec un manque d'expérience, c'est sûr que... Et puis comme tu as joué comme ça tout le reste de l'année, parce que là, sur 40 matchs où il a joué, il y en a 33 où il a été titulaire, donc c'est quand même qu'il le considère comme un titulaire. Ça veut dire que tu arrives en play-off un petit peu, pas à l'aveugle complètement, parce que tu as fait des tests, mais c'est pas naturel. Ouais. De manière générale, ils ont un effectif que je trouve assez complet. Donc on a cité un peu les principaux. Ils ramènent des Luke Kennard, des Scottie Pippen Jr., etc., qui font des très bons joueurs. Bonnes entrées en jeu. Ouais, non, franchement, c'est du coup qui leur permet d'avoir une profondeur de banc, même si elle n'est pas énorme. Santi Aldama aussi, quelle saison, franchement. Voilà, ils ont des bons joueurs de collectif, je pense, qui leur permettent, une nouvelle fois, d'être deuxième à l'Est et d'être un concurrent, en tout cas, qui peut embêter pas mal d'équipes. Ça va dépendre un peu de la position des joueurs et des oppositions qu'ils auront. Oui. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus pour eux. Et tu vois, moi, j'avais plus vu le côté s'ils tombent sur un pivot dominant, mais même à l'inverse, comme tu disais, si des équipes arrivent à jouer small ball et à complètement mettre à défaut Zach Edey, au final, du coup, il serait quasi inutile contre l'ensemble des équipes. En tout cas, les équipes qui pourraient jouer small ball, qui peuvent faire et les équipes qui auraient un pivot dominant. Donc c'est là que tu peux t'interroger sur la puissance de Memphis, quoi. Je trouve que t'as clairement raison, hein. C'est vrai que moi je l'ai mis par l'approche effectivement de jouer small ball. Pour autant, comme tu dis, en fait, s'il tombe sur un pivot ultra dominant ou ultra mobile, par exemple, en prenant les concurrents directs, entre guillemets, pour le classement de saison régulière, ne serait-ce que sur un Şengün, par exemple, tu vois, ça risque d'être compliqué pour lui à défendre. Au-delà de ça, il y a des trucs, pour rester un petit peu dans l'actualité, on va dire, c'est ce qu'ils ont fait à la trade deadline,
ou plutôt ce qu'ils n'ont pas trop fait. Enfin, il y a eu du monde dans le sens des départs, mais il n'y a pas eu de gens dans le sens de l'arrivée. Et moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que, on vous l'a souvent dit quand on parle de transfert, quand il y a des transferts que vous ne comprenez pas, une fois sur deux, c'est expliqué par une partie économique. Là, pour le coup, Marcus Smart, envoyé aux Wizards, Jack LaRavia, envoyé à Sacramento, c'est purement et uniquement, puisqu'il n'y a pas de joueur concret de récupérer en face, c'est purement et uniquement pour être en dessous de la luxury tax à la fin de la saison. Parce que là, du coup, ils sont à 163 millions de salary cap, et la luxury tax, ça entre à partir de 170 millions. Pour ceux qui se disent que c'est peut-être pas grand-chose, etc., il faut savoir que la luxury tax, c'est 1,5 $ par dollar où tu dépasses. Donc en gros, si tu dépasses de 2 millions, la luxury tax, enfin le salary cap, tu peux te dire, bah en fait, ça va. Non, en fait, si tu dépasses de 2 millions, tu as 3 millions d'amende, entre guillemets, de taxes. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il y a des propriétaires qui ne sont pas du tout OK pour aller dans ce truc-là. Ouais. Moi, ce qui me dérange un petit peu avec Memphis, c'est que tu as une équipe qui est compétitive, qui est deuxième, avec un joueur qui j'allais dire voilà, une superstar de NBA. En fait. Du coup, tu te dis, non, vas-y, de toute façon, je vais. En fait, je trouve que c'est quasi un aveu d'échec. Vas-y, de toute façon, je vais pas gagner, donc. C'est sur ça donc, je vais pas dépasser le truc. Je vais pas dépasser le truc. Alors que, quand même, on peut pas dire que. Enfin, tu vois, Memphis, c'est pas une équipe qui a des histoires de ouf en termes de victoire. Enfin, tu vois, c'est. Bah, déjà, ils ont été créés en 95 ou quelque chose comme ça, donc ils ont pas un passif exceptionnel, entre guillemets. De ouf. Mais on a vu au moment de Zach Randolph et de Marc Gasol, tout ça, c'est des équipes qui embêtaient des gens qui n'étaient pas attendus. On a vu des oppositions contre les Spurs alors qu'ils étaient seulement 8e, etc. Mais en fait, là, actuellement, on peut dire que tu es une équipe de play-off, comme tu allais l'aborder, là. Tu as la superstar dans ton équipe, au nom de Ja Morant. Et en fait, tu décides de brader ton équipe pour ne pas payer cette taxe. Alors bien sûr, hein, je dis pas que ça fait plaisir d'envoyer 3 millions. Hein. Non, mais en fait... Mais j'ai l'impression que tu renonces au titre, quoi, quasiment, en faisant ça. Même si... Et c'est presque pas... Je dis pas que t'aurais été champion avec ça, mais... Non, je dis pas. Mais tu vois, pour une équipe qui a jamais eu de titre, pour une franchise qui a jamais eu de titre, je trouve ça presque dommage. Si tu le tentes pas maintenant, voilà. Voilà. C'est ça, en fait. Alors, presque, je vais dire... j'en veux pas aux propriétaires, dans le sens où, comme tu dis, bah... on n'est pas à sa place, c'est pas nos billes, etc. Et même si c'est un mec qui est multimillionnaire, etc., s'il a pas envie de les mettre là-dedans, bon, ok. Mais en fait, c'est plus pour la franchise en elle-même que ça m'embête, et pour leurs fans, où je me dis, t'as une superstar, t'as son numéro 2 tout trouvé, parce que, bah, je suis désolé, mais Jared Jackson Jr., à un moment donné, c'est un mec qui est plusieurs fois All-Star, qui a été défenseur de l'année, qui joue avec Team USA, enfin... Ils ont un vrai numéro 2. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir un numéro 2 de ce calibre-là. C'est pas un joueur lambda, Jared Jackson Jr., tu vois. Il est quand même All-Star, il participe. Il y en avait qui avaient remis un peu en question son niveau. Là, il y a quand même confirmation. On est sur un mec qui fait du All-Star, qui est présent, etc. Défensivement, offensivement. Enfin, je pense que c'est clairement un numéro 2, voire... quasi numéro 1 cette année, quoi. Ouais. Et en vrai, sans faire offense au reste de l'histoire des Grizzlies, etc. Enfin, je veux dire, il y en a qui vont crier au blasphème parce qu'il y a des mecs qui, dès que tu parles de autre chose que les années 80, ils disent 80 ou 90, ils disent non, n'importe quoi. Mais ça se trouve, c'est peut-être le meilleur duo de l'histoire.
Je parle pas en chiffres, mais je veux dire potentiellement, en termes de talent, c'est peut-être le meilleur duo de l'histoire des Memphis Grizzlies. Je parle pas de l'histoire générale de la NBA, hein, calmez-vous. Mais de Memphis, je commençais aussi à avoir peur un peu, mais... non. mais non, bon. non. Mais de Memphis, potentiellement, c'est peut-être le meilleur duo de leur franchise. Bah, peut-être pas en termes de résultats, mais en termes potentiellement de niveau intrinsèque, bah, pourquoi pas en vrai, tu vois. Clairement, et puis en fait, moi, je trouve que c'est... T'abandonnes tes chances potentielles pour le titre avec une équipe qui est quand même très compétitive, justement, avec et c'est ça. Jaren Jackson Jr., Ja Morant, Desmond Bane. Desmond Bane. Et en plus de ça, tu vois, c'est un peu contradictoire les choses qu'on peut entendre, parce que en gros, là ils nous expliquent que le mouvement a été fait pour pouvoir rester en dessous de la luxury tax et donner plus d'argent à Jared Jackson Jr. quand il va renouveler son contrat, parce qu'en gros, donc Jared Jackson Jr., son contrat il dure 7 années et il s'arrête 2025-2026. Actuellement, il a un contrat qui est dégressif, c'est-à-dire qu'il va toucher moins l'année prochaine que ce qu'il touche cette année. Et leur idée, ça serait de le prolonger dès cette année en l'augmentant, et cette fois-ci, je pense, de manière progressive, comme ça se fait souvent avec les joueurs qui sont dans leur prime. Ok, mais en fait, c'est quoi le but de vouloir à tout prix garder Jared Jackson Jr. si de toute façon t'es pas dans l'optique de te hardcaper pour pouvoir rendre l'équipe pour lui faire franchir la dernière marche. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quoi l'intérêt? Tu vas pas vouloir ajouter des joueurs, ou alors des joueurs à moindre coût mais qui ne feront peut-être pas potentiellement l'affaire, même si, bon, je dis pas que c'est Marcus Smart qui leur a fait faire la différence forcément cette année, mais... Non, mais peut-être en play-off. Il a une expérience en tout cas de play-off, défensivement, il a un talent quand même reconnu. Dylan Brooks est déjà parti à l'intersaison. C'est ça, c'est qu'en fait les mecs qu'ils avaient comme ça à un moment donné, la 22e sur des postes arrière est un peu dur, voilà. C'est là que je voulais un peu en venir, c'est que du coup, bon alors, Smart n'était pas encore parti, mais il a pas non plus joué un nombre énorme de matchs. Mais, non, et puis mais pourquoi on les retrouve 22e en termes de points encaissés? C'est que défensivement, il leur manque quelque chose. Ouais. Et en play-off, les matchs se gagnent aussi pas mal sur la défense. Moi, je suis d'accord. On peut dire qu'ils compensent, effectivement, comme on l'a abordé au début d'épisode, qu'ils étaient la meilleure attaque de la ligue, en tout cas en termes de points marqués. En termes de points marqués, ouais. 4e meilleur passeur, bon. Ok, tu peux te dire qu'ils ont un jeu collectif et que ça pourra leur permettre de faire quelque chose. Seulement, si on te verrouille défensivement et que tu ne peux pas répondre, toi, de ton côté défensivement, ça va commencer à poser problème et du coup, ça va les rendre beaucoup moins effrayants arriver en play-off. En plus de ça, pour rester un petit peu sur le côté management, etc., c'est une trade deadline où il y avait quand même des coups à faire et où il y avait des joueurs qui étaient clairement sur le marché. Et il n'y a pas eu de move dans ce sens-là. Et encore une fois, je trouve que ça démontre un peu le côté timide, on va dire, du propriétaire et du GM, dans le sens où, enfin, je sais pas, un mec comme Butler, en fait, ça leur tendait les bras. Et limite, c'était la pièce parfaite pour aller avec ce truc-là, tu vois. Quitte à te séparer de Marcus Smart. Dans la mentalité grit and grind. C'est sûr que si déjà tu mettais des Smart, des tours de draft, etc., quand tu vois qu'ils ont récupéré Andrew Wiggins, peut-être que Miami, tu vas leur rajouter un ou deux joueurs après.
Après, une nouvelle fois, il y a les contrats et ce qui leur manquait, mais justement, tu rajoutes une star comme peut l'être Jimmy Butler, etc. Ouais. Ça aurait pu aussi faire pencher la balance de manière très positive pour Et le faire coup. passer un cap. Même, tu vois, ça a parlé de Kevin Durant, ça a dit qu'il avait été proposé, qu'ils ont essayé, mais que bon, ça c'est... Je sais pas, je trouve qu'il y a... Je pense que des fois, les proprios ont un peu peur de se lancer. Ouais. Ils essayent de garder un semi-équilibre qui leur permet de se maintenir toujours un peu. Je vais en play-off, je suis toujours un peu présent, on parle toujours un peu de moi des moments de la saison. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une partie qu'on oublie souvent, nous y compris, parce que, en fait, quand t'es passionné et que tu regardes cette ligue, toi, tu vois juste le prisme de l'équipe va toujours vouloir être au top. Mais en fait, je pense qu'il y a des proprios, ils se disent, en fait, moi, on est qualifié pour les playoffs. Si je passe un tour, En gros, c'est parfait pour moi, tu vois. Enfin, ils gèrent ça entre guillemets comme une entreprise classique. Faut qu'elle soit rentable, faut qu'elle rapporte de l'argent et tout. Oui, de toute façon, c'est. Mais ce qui est moche pour nous, je suis d'accord avec toi. C'est dommageable, ouais, en tout cas pour les spectateurs, parce que. Et encore plus pour les fans de l'équipe. Pour les. De ouf. Qui, eux, attendent quelque chose, etc. Pour aller même plus loin sur ce qui s'est dit et ce qui peut se faire, on va reparler de Ja Morant, du coup. Il y a The Real One qui a envoyé une petite bombe, entre guillemets, ou en tout cas une amorce, avec Howard Beck, qui est une source quand même assez fiable. Après, tu sais, tous les gens qui s'appellent Beck, Bex, ils ont des sources fiables, ils aiment bien lâcher des petites bombes. Voilà. Le frérot, je salue. Qui a évoqué en tout cas le potentiel trade de Ja Morant en fin de saison. Quand tu vois ce qui s'est passé et ce qu'ils font actuellement, effectivement, on a un mec qui est moins efficace que les années précédentes. Il était monté jusqu'à 27 points, on n'est plus qu'à 20 points par match. Il joue entre guillemets que 32 matchs sur 54 possibles actuellement. Ils en gagnent quand même 36. Ouais. Est-ce que le mec est réellement indispensable à l'équipe ? J'irais pas jusqu'à dire oui. Dans le jusqu'à jeu... dire non plus. Ouais. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est dans le jeu, je ne pense pas qu'il soit forcément indispensable à cette équipe. Que tu puisses le remplacer par quelqu'un d'autre, peut-être. D'aussi fort ou pas, je ne sais pas, mais pouvoir le remplacer, oui. Après, là où je veux en venir, c'est qu'il leur apporte quand même un nombre de vues énorme. Et c'est une machine à puissance marketing, une puissance même merchandising de vente de maillots. C'est difficile de faire partir un mec comme ça dans une franchise qui a si peu d'aura autre que dans la ville en elle-même ou choses comme ça, quoi. Donc, après, moi, je me demande à quel point ces déboires qu'il y a eu les dernières années ont pu fragiliser justement sa position de franchise player absolu, star de l'équipe, etc. Je parle en interne, je parle pas au niveau des fans, parce qu'au niveau des fans, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé la façon dont ils voient Ja Morant. Il y a eu un petit down, je pense, sur le... Au moment des faits. Au moment des faits, je pense qu'actuellement, il y a assez peu de gens qui se disent « Oh ouais, mais vas-y, il y a un an ou deux... » Et limite, moi le premier, clairement, j'avoue que... Quand je vois Memphis jouer, je me dis, vas-y, lourd, je vais regarder Ja Morant, et voilà. Tu mets vite ce qui s'est passé derrière toi, tu vois. Après, cette année, on n'a pas eu d'écart, en tout cas. Voilà, est-ce qu'il s'est un peu racheté une conduite, tu peux aussi évoluer et tout, et devenir un peu plus mature. Mais en fait, si c'est pour récupérer un très gros nom... ou des pics. Ou des pics de draft, si tu veux être sur plus long terme, pourquoi pas.
Non, mais parce que c'est vrai qu'on... Je suis pas sûr que je le ferais, j'avoue. Je pense que actuellement, je serais plutôt dans la tendance inverse de ce qu'on disait par rapport au proprio. J'aurais plutôt tendance à tout garder et me dire c'est la meilleure équipe que j'ai eue ou pas d'ailleurs, mais potentiellement où je peux aller le plus loin en playoff. Je pense que là, j'aurais tout misé sur le fait de garder les stars que j'ai pu avoir comme ça. Et c'est une nouvelle fois, c'est un petit marché et que c'est difficile de récupérer des gros noms, quoi. C'est clair. Et puis pour rester sur le côté marketing que tu abordais, et sur le côté vue que ça peut attirer, il y a juste à voir, pour faire le lien avec la vidéo qu'on vous a envoyée précédemment sur le récap du All-Star Weekend, il y a juste à voir comment fait parler sa réaction où il dit qu'il pourrait potentiellement participer au concours de dunk. Et tout ça, en fait, comme tu dis, une nouvelle fois, ça attire l'œil sur Ja Morant et du coup, par reflet, sur l'équipe de Memphis. Si tu viens à trader un joueur comme ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la ligue qui sont aussi bankable que ce mec-là. Après, quand tu gardes en tête que Luka Doncic a été transféré, c'est là le truc, pour ça que maintenant, en fait, tout est possible. Et même les joueurs l'ont dit, c'est que quand ils ont vu ça, ils se sont dit, mais attends, en fait, tout est possible. Tout est faisable. Et moi aussi, je suis en panique, du coup, d'arriver à là, quoi. Phoenix ont bien essayé de trouver une solution pour transférer Kevin Durant à la trade deadline. Tu vois. Ouais. Ça, c'est des choses dont on reparlera peut-être sur un carton ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que ça laisse un peu dubitatif. Si on essaye d'être positif, et puis d'anticiper un peu la fin de saison, on le disait un petit peu au début de l'épisode, tu les vois finir quand même dans les 4 premiers ? Dans les 4 premiers, je pense. Je suis d'accord. On voit OKC intouchable, on va dire. Oui, je pense, ouais. Premier. On voit un retour de Denver qui était bas dans le classement, qui risque de leur repasser devant la fin de saison. Et après... ils ont le même nombre de victoires, ils ont juste une défaite de plus. Oui, voilà, ils sont un peu... Houston est un peu dans la dégringolade. Ouais, ils sont dans le dur en ce moment. Voilà, je pense que 3e, 4e, oui, sans problème. En fait, j'ai du mal à voir une équipe qui pourrait leur repasser devant. Ouais. Si en fait, peut-être un mieux de Minnesota et encore, et après... Ouais. J'ai du mal à les voir. Lakers fonctionne avec l'ajout d'Alex Len là récemment. Même si je les vois pas non plus remonter jusqu'à la 3e, 4e place, les Lakers. Ouais. En fait, au-delà des équipes qui pourraient les rattraper, je les vois pas non plus descendre si bas, tu vois. C'est ça. Je les vois pas lâcher le rythme, on va dire, qu'ils ont actuellement. Je les vois pas trop freiner sur je pense que le truc. 3e, 4e place, c'est clairement ce qui les attend. Du coup, ils auraient l'avantage au moins au premier tour en play-off. Ouais. Ce qui est aussi assez conséquent. C'est clair. En tout cas, voilà, pour le premier tour. Mm-hmm. On l'a dit, ça va dépendre un peu des oppositions et des capacités des coachs à s'adapter à leur équipe. Malheureusement, j'arrive presque à dire qu'en play-off, ils me font pas trop peur. C'était la suite de la question, c'est à quel point ça fait peur ou pas. Passer un premier tour, pourquoi pas. Au-delà, je pense que ça va déjà être compliqué, quoi. Si on fait un petit jeu, entre guillemets, admettons, comme on dit, que Denver repasse devant, qui finissent 3e. Ils joueraient donc actuellement contre le 6e. Aujourd'hui, tu les donnes vainqueurs contre le 6e actuel, les Clippers ? Je suis même pas sûr à 100%, quoi. Tu vois, c'est pas... Moi, alors, on l'a assez souvent descendu dans ce podcast et sur ces émissions, sur les émissions qu'on fait. Mais pour moi, des Clippers avec Kawhi en forme,
pour moi, ils sortent Memphis, tu vois. Par exemple. T'as un James Harden qui est en feu depuis le début de la saison. T'as une équipe Eux, ils ont fait des bons moves. T'as une équipe qui a des joueurs d'expérience de playoff. T'as un Tyronn Lue au management. Qui est bien coaché, ouais. Ça commence à faire beaucoup. Non pas que je descende Tyler Jenkins, mais... Non, mais en termes d'expérience, c'est sûr que c'est pas comparable à Ty Lue, tu vois. C'est ça. J'avoue que voilà, si on en reste là sur le classement, ça va déjà faire un premier tour de playoff difficile pour eux. Et je t'avoue que si je regarde les autres équipes autour, contre Minnesota, pourquoi pas. Contre Dallas, je les donne pas favoris. Contre Sacramento, oui. Contre les Warriors avec Butler, non. Contre les Lakers, non. Et contre Houston, oui. Pourquoi pas. Mais j'ai presque répondu un peu vite pour Houston, je pense, tu vois. Ouais, ça va être un peu du 50-50 à mon avis sur les oppositions et sur le passage de tour. Voilà, si je devais miser actuellement, je dirais passage d'un premier tour et sortie au second et on en arrête là. Et en vrai, ce serait aussi quasiment déjà une saison réussie pour eux. Ouais, et c'est presque ça qui est un peu triste. C'est qu'en fait, s'ils passent un tour de playoff, on dira, en même temps, t'as l'impression c'est ce qui est recherché aussi par la franchise de manière générale, sans pointer du doigt une personne en particulier. Mais t'as l'impression que c'est ce qui est recherché. Voilà, je vais en playoff, je passe un tour, ok, c'est bien. C'est bien, je serais satisfait de ça. Là. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je serais peu satisfait pour eux, parce que je pense qu'ils pourraient... c'est peut-être gros à dire, mais aller jusqu'à accrocher une finale de conf. Ouais, c'est ce qu'on disait. En fait, s'ils avaient ces ambitions-là et qu'ils se donnaient les moyens de faire ça, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, ça serait plus en cohérence avec ce qu'ils devraient faire. Viser la finale de conférence, quand tu vois ça devrait être leur objectif. Que leur superstar, en tout cas, de nom, après on l'a dit, peut-être que c'est passé à Jared Jackson Jr. maintenant le numéro 1, mais... Non, mais ça reste la star, Ja Morant, faut pas se... Voilà, Ja Morant reste la star, il a joué peu de matchs, il a pas les stats qu'il a pu avoir. S'il continue à monter en puissance et qu'il arrive en playoff à toute balle, ça peut être une équipe très sérieuse. Et normalement, et donc aller plus loin. Et à mon sens, c'est ce qui devrait être attendu. En tout cas de la part de la franchise. Et j'ai pas l'impression qu'ils misent forcément sur eux-mêmes, et c'est dommageable. On le disait, juste pour finir effectivement sur la partie playoff, c'est une équipe qui a aussi du mal à battre les grosses équipes. Alors, ils l'ont fait sur les débuts de saison, en octobre, etc. Ils ont battu, alors il y en a qui vont me dire c'est pas une grosse équipe, mais ils ont battu le Magic, ils ont battu les Bucks quand ça allait pas, ils ont battu les Lakers, ils avaient battu Denver, mais après, plus la saison a avancé, plus ils ont eu du mal à répéter ce genre de choses, où ils ont notamment justement derrière perdu contre Dallas, perdu contre les Lakers, perdu contre les Clippers, perdu contre OKC, perdu contre Golden State, perdu contre les Rockets, une nouvelle fois perdu contre les Rockets, qui étaient des matchs à opposition directe, justement, où il fallait gagner sa place, et du coup ça laisse un peu, alors on sait que les playoffs, on le dit à chaque fois et on le répétera, c'est jamais la même chose, il y en a qui vont jusqu'à dire que c'est pas le même sport carrément, mais ça laisse pas présager de très bonnes choses en fait, pour quand tu te dis les moments où il faut être là, faire des gros matchs, etc. Ça a l'air du mal, ils ont l'air d'avoir du mal à passer ces caps-là en tout cas. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Memphis actuellement, à la date
quasi demi-saison, un peu plus. En tout cas du All-Star Break. Ouais. On espère ne pas les faire couler comme on a fait couler Houston. Mais après, eux, ils ont une superstar. C'est vrai. Dans la recette, on avait fait. Et qui, Houston, en plus, n'a pas été souvent là, comme on vient de le dire. Donc peut-être qu'ils arriveront, à mon sens, à le laisser en place plus souvent et eux continuer leur remontée, puisqu'au final, ils ont réussi à repasser deuxième malgré leur défaite, comme on vient de le dire, face aux Rockets les 2 derniers matchs. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à Memphis et si vous les voyez aller plus loin que ça. Vous pouvez nous dire en commentaire, il n'y a aucun problème et on est ouvert au débat. C'est même ça le plus intéressant en vrai. Le plus attrayant, bien sûr. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça et pour discuter de ce qui se passe en NBA. Mais voilà, si on vous résume un peu, ça va où Memphis ? Pour nous, ça va premier, deuxième tour de playoff, si tout va bien. En attendant de se faire rattraper par l'équipe du vrai MVP. Je n'en dirai pas plus, mais... On taira son nom. On taira son nom. Pas besoin de prononcer des mots en serbe ici, ok ? Voilà. En tout cas, on va se retrouver rapidement parce que après le All-Star Break... ça va battre son plein. On sait que ligne droite, les derniers mois, ça passe archi vite. On sait que c'est là qu'il va y avoir justement toutes ces histoires de momentum, que ça soit pour les classements finaux, pour les trophées individuels. On vous fera bien sûr une vidéo de nos prédictions de qui sera MVP, défenseur de l'année, rookie de l'année. Je sais plus à quelle période on l'avait fait l'année dernière, un petit peu avant la fin de saison. Un petit peu avant. On va attendre encore un petit peu. Très loin du All-Star Break, ouais. On va attendre un peu les dernières dynamiques et on vous fera le point sur ça. Et puis il y aura plein d'autres sujets à aborder d'ici là. On se retrouve rapidement sur la chaîne des Frères Maurice. N'oublie pas de nous suivre partout. Mettez des commentaires, des j'aime, des likes, des abonnements partout, podcast, YouTube, TikTok, partout. Il faut nous faire remonter dans l'algorithme, notamment de YouTube qui est un peu enrhumé ces derniers temps. Un peu comme Jérém, mais ça ira mieux d'ici la prochaine vidéo. J'espère que vous m'avez entendu, moi j'ai rien entendu. Hein. je parlais tout seul. On se retrouve bientôt sur la chaîne des Frères Maurice. À bientôt. Ciao.